Je m'appelle Raphaël Beaumont et j'ai 44 ans. Il y a 3 mois, je valais près de 7 millions d'euros. Je possédais une entreprise florissante de fournitures sanitaires, vivais dans une maison de 6 chambres à Neuilly-sur-Seine et j'avais 2 enfants à l'université. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment tout perdre m'a conduit à découvrir quelque chose qui a changé ma vie entière. Quand mon ex-femme Véronique et son avocat amant m'ont dépouillé de tout et m'ont ri au nez, je pensais qu'il ne me restait plus rien pour vivre. Mais parfois Dieu agit de manière mystérieuse et les plus grandes bénédictions arrivent déguisées en pire catastrophe. Raph, tu es pathétique, avait dit Véronique, debout dans le couloir du tribunal avec le bras de Denis Mercier autour de sa taille. 20 ans de mariage et tu n'as jamais vu venir ça. Quel homme d'affaires tu fais? Denise a souri en ajustant son costume italien. Rien de personnel, Raphaël. Enfin, maintenant c'est personnel, je suppose. Ils ont tous les deux ri, le son résonnant contre les murs de marbre comme un couteau qui se tordait dans mes entrailles. Je me tenais là dans mon seul costume restant, les regardant partir avec tout ce que j'avais construit. L'entreprise que j'avais démarrée de rien. La maison où mes enfants avaient fait leurs premiers pas. Le compte d'épargne qui contenait 6,7 millions d'euros. Même la garde de Mathis et Chloé, mes jumeaux de 19 ans. Poursuis-moi en justice, a lancé Véronique par-dessus son épaule. Oh, attends, tu ne peux plus te payer d'avocat. Je suis intouchable maintenant, Raph. Denis s'en est assuré. 3 mois plus tard, il me restait 1000 euros et je vivais dans un studio qui sentait le moisi et la défaite. C'est alors que je me suis souvenu d'un vieux compte d'épargne que mon grand-père Eugène avait ouvert à ma naissance. Il devait contenir 50 euros. Je me suis dit que je pourrais aussi bien le fermer, m'offrir un bon repas pour une fois. Mais quand la guichetière a consulté ce compte et que son visage est devenu blanc comme un linge, quand elle a appelé son responsable d'une main tremblante, quand ils ont tous les deux fixé l'écran d'ordinateur comme s'ils avaient en vue un fantôme, j'ai su que quelque chose d'extraordinaire se passait. « Monsieur Beaumont » a dit le responsable d'une voix à peine audible. « Ce compte accumule des intérêts composés depuis 1960. » Il a tourné l'écran vers moi et ce que j'ai vu m'a fait plier les genoux. La femme qui pensait m'avoir détruit, l'avocat qui pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Parce que mon grand-père, un simple ouvrier d'usine qui n'a jamais gagné plus de 15 000 euros par an, venait de tendre la main depuis l'au-delà pour sauver son petit-fils de la manière la plus spectaculaire imaginable. Voici cette histoire. Beaumont Sanitaire a commencé dans un garage loué à Pantin en 2004. J'avais 25 ans, avec un diplôme de commerce, une femme enceinte et exactement 12 000 euros que mon père Harold m'avait laissés à sa mort. Chaque matin à 4h30, j'embrassais le ventre arrondi de Véronique et conduisais jusqu'à ce garage où je triais l'inventaire jusqu'à l'arrivée de mes premiers clients. Les artisans savaient qu'ils pouvaient compter sur moi pour avoir ce dont ils avaient besoin quand ils en avaient besoin, à un prix juste. « Tu vas te tuer au travail », disait Véronique pendant ses premières années, me massant les épaules pendant que je me penchais sur les comptes à notre table de cuisine. Les bébés ont besoin d'un père, pas juste d'un pourvoyeur. Les bébés étaient Mathis et Chloé, des jumeaux arrivés pendant une tempête de neige en novembre. Je me souviens de les avoir tenus pour la première fois, ces minuscules humains parfaits, en leur promettant de leur donner tout ce que je n'avais jamais eu. Mon enfance n'avait pas été pauvre exactement, mais nous avions toujours vécu d'un salaire à l'autre. Mon grand-père Eugène avait travaillé à l'usine Renault pendant 40 ans. Mon père avait été superviseur de maintenance dans un hôpital. Du bon travail honnête, mais jamais assez pour arrêter de s'inquiéter de l'argent. Quand les jumeaux ont eu 10 ans, j'avais déménagé l'entreprise dans un entrepôt de 1500 mètres carrés. Nous avions 32 employés, dont mon frère Thomas qui dirigeait la flotte de livraison. Les jeudis matins, je rencontrais Walter Leclerc, mon expert comptable, au café de la gare. « Raph, tu as construit quelque chose de spécial ici, » disait Walter en étalant les rapports trimestriels entre nos tasses de café et nos croissants. La plupart des entreprises échouent dans les 5 premières années. Tu en es à 16 ans et tu crois de 20% par an. Les chiffres étaient plus que bons. Nous avions décroché le contrat pour approvisionner le groupe Dumas Construction, le plus gros constructeur commercial de la région parisienne. Ce seul contrat rapportait 2 millions d'euros par an.
Avec nos autres clients commerciaux et la vente au détail, nous générions 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Après les dépenses et des investissements intelligents, j'avais accumulé ce beau chiffre, 6,7 millions d'euros d'épargne. Notre maison à Neuilly était tout ce dont Véronique avait rêvé quand nous étions jeunes et fauchés. 6 chambres, 4 salles de bain, une piscine et une cuisine qu'elle avait fait refaire 3 fois. Elle avait quitté son emploi d'assistante dentaire après l'entrée de Mathis et Chloé à l'école, se consacrant à ce qu'elle appelait la gestion de notre présence sociale. Le country club n'est pas juste pour le golf, Raph, expliquait-elle quand je questionnais les frais. C'est là que les affaires se font, où les bonnes connexions se créent. Elle avait probablement raison. Plusieurs contrats m'étaient venus de types rencontrés lors d'événements du club, bien que je n'ai jamais le temps d'y assister moi-même. Véronique allait au déjeuner de dames, aux galas de charité, aux dégustations de vin. Elle rentrait en parlant de tel ou tel membre, de leur maison de vacances, de leur voyage en Europe. Le nom de Denis Mercier a commencé à apparaître dans ses histoires environ 2 ans avant que tout n'explose. Son cabinet gère tous les divorces des fortunes. Il est devenu associé à 35 ans, tu imagines? Je n'imaginais pas parce que j'étais trop occupé à vraiment travailler. Ma journée type commençait à 5 heures du matin et se terminait à 20 heures. Le samedi, je faisais de la paperasse. Les dimanches étaient censés être des jours en famille, mais plus souvent qu'autrement, j'étais appelé pour une urgence. Mathis était à Sciences Po Paris, étudiant le commerce pour suivre mes traces. Chloé était à la Sorbonne en marketing. Les frais de scolarité combinés nous coûtaient 30 000 euros par an, mais je payais volontiers. C'étaient de bons enfants, intelligents. Véronique gérait la plupart des affaires parentales, les appels sur les notes et les plans de week-end. Papa travaille toujours, avais-je entendu Chloé dire à son ami au téléphone. Maman dit qu'il aime cet entrepôt plus que nous. Ça piquait, mais je me disais que je construisais quelque chose pour eux. Chaque journée de 16 heures, chaque récital ou match manqué, chaque vacances familiales reportées, tout était un investissement dans leur avenir. Mon père était mort depuis 5 ans, mais parfois j'entendais encore sa voix. Personne n'a jamais regretté sur son lit de mort de ne pas avoir passé plus de temps au travail, fiston. Mais j'avais repoussé cette voix, avec la distance grandissante dans les yeux de Véronique et la façon dont elle avait commencé à rentrer plus tard, à boire plus de vin et à traiter notre chambre comme une chambre d'hôtel. Je pensais que nous construisions un empire ensemble. Je ne réalisais pas qu'elle planifiait sa démolition. Mardi 14 mars. La date est gravée dans ma mémoire comme au fer rouge. Je suis parti tôt de l'entrepôt pour une fois, vers 15 heures, parce que c'était notre 22e anniversaire de mariage. J'avais 2 douzaines de roses sur le siège passager et une réservation au Relais Plaza, l'endroit français où nous nous étions fiancés. La première chose que j'ai remarquée était la BMW noire de Denis Mercier dans mon allée. Je connaissais cette voiture parce que Véronique l'avait signalée au Country Club 2 mois plus tôt, s'extasiant sur l'intérieur en cuir sur mesure et le prix. La deuxième chose que j'ai remarquée était que les rideaux de la chambre étaient tirés, ce qui était étrange en plein milieu de journée. Je me suis tenu dans mon propre vestibule pendant 1 minute entière, les roses à la main, écoutant les sons venant de l'étage. Ma chambre, mon lit, c'était le rire qui m'a fait bouger. Pas un rire coupable ou nerveux, mais un rire confortable, familier, comme s'il faisait ça depuis si longtemps que c'était devenu une routine. Je ne les ai pas confrontés. Au lieu de ça, je me suis assis dans mon camion pendant 3 heures, regardant Denis quitter ma maison à 18h30, embrassant ma femme au revoir à ma porte d'entrée, comme s'il possédait l'endroit. Véronique a fait un signe de la main depuis le seuil dans le peignoir de soie que je lui avais acheté pour Noël. Quand je suis finalement entré à 20 heures, elle était fraîchement douchée, préparant le dîner, fredonnant pour elle-même. « Tu es en retard ?» a-t-elle dit sans lever les yeux de la cuisinière. « Anniversaire ou pas, tu aurais pu appeler. Euh, les papiers du divorce ont été signifiés le lendemain matin à exactement 9h15. J'étais au milieu d'une réunion d'équipe quand l'huissier est entré dans notre salle de conférence. 32 employés m'ont regardé recevoir les documents qui allaient détruire tout ce que j'avais construit. Véronique ne demandait pas juste un divorce. Elle réclamait abandon, violence psychologique, manipulation financière, actifs cachés et infidélité.
Chaque accusation était un mensonge. Mais ça n'avait pas d'importance. Denis avait créé un chef-d'œuvre de destruction juridique. La première réunion avec les avocats s'est tenue dans le bureau de Denis, un jeu de pouvoir pour me montrer qui était aux commandes. Véronique était assise à côté de lui dans un nouveau tailleur de créateur, des boucles d'oreilles en diamant que je n'avais jamais vues avant, captant la lumière. Elle ne me regardait pas directement. Ma cliente souffre en silence depuis des années, a commencé Denis, sa main posée sur le bras de Véronique. Votre addiction au travail, votre absence émotionnelle, votre priorité de l'argent sur la famille, nous avons des documents remontant à 5 ans. Quels documents a demandé Paul Renaud, mon avocat. Denis a sorti une boîte de dossiers. Des journaux que Véronique avait soi-disant tenus détaillant ma négligence. Des photos de moi au travail pendant des événements familiaux. Des relevés bancaires qu'elle prétendait montrer des transferts suspects. Même des attestations de membres du country club disant qu'ils avaient été témoins de mon comportement contrôlant. C'est de la fiction, ai-je dit, ma voix se brisant. Véronique, dis-leur que ce sont des mensonges. Elle m'a finalement regardé et ses yeux étaient froids comme l'hiver. Le seul mensonge était de prétendre que notre mariage signifiait quelque chose pour toi, Raph. Denis m'a aidé à voir la vérité. L'expert comptable judiciaire qu'ils ont fait venir était le cousin de Denis, bien que nous ne l'ayons découvert que plus tard. Il a témoigné que j'avais caché des actifs, déplacé de l'argent à l'étranger, sous-évalué l'entreprise. Chaque dénégation me coûtait plus en frais juridiques. Paul était dépassé, surclassé, et je pense un peu effrayé par la réputation de Denis. Raph, il demande la garde complète des jumeaux, m'a dit Paul pendant une pause. Même s'ils ont 19 ans, ça affecte les calculs de pension. Ce sont des adultes. Comment peut-elle obtenir la garde d'adultes? Des adultes juridiques qui sont encore dépendants à l'université. Denis connaît toutes les failles. Il joue aussi au golf avec le juge Moreau. Le juge Martin Moreau. J'avais même voté pour lui, croyant ses promesses de campagne sur l'équité et les valeurs familiales. Mais dans cette salle d'audience, le regardant hocher la tête à chaque mot de Denis, tout en rejetant les objections de Paul, j'ai réalisé que la justice n'était qu'une autre transaction commerciale. Véronique a pleuré sur commande quand elle a décrit ma violence. Comment je l'avais isolée de ses amis, contrôlé les finances, l'avait fait se sentir sans valeur. La femme qui avait dépensé 40 000 € pour refaire notre cuisine prétendait que je l'avais gardée prisonnière dans un mariage sans amour. Mathis et Chloé ont soumis des lettres disant que j'avais été absent de leur vie, choisissant toujours le travail plutôt que la famille. Ces lettres m'ont fait l'effet de couteau entre les côtes. L'audience finale a duré 6 heures. Denis m'a dépeint comme un monstre qui avait caché des millions tout en terrorisant émotionnellement ma famille. La décision du juge Moreau a été rapide et brutale. Véronique a eu la maison, l'entreprise, toute l'épargne et la garde complète avec pension maximale calculée sur mes revenus précédents. Il me restait les vêtements que je portais et une Honda Civic de 20 ans que j'avais gardée pour des raisons sentimentales. C'est la justice, a annoncé Denis assez fort pour que tout le monde entende en quittant le tribunal. Puis plus doucement, juste pour moi. Elle a un goût incroyable, au fait. Le studio sur l'avenue de Clichy coûtait 800 € par mois et offrait une vue sur un mur de briques et l'odeur constante de curry du restaurant indien en dessous. Après 3 mois à y vivre, j'avais mémorisé chaque tache d'eau au plafond, chaque fissure dans le plâtre. Mon régime consistait en nouilles instantanées, sandwich au beurre de cacahuète et tout ce qui était en promotion au magasin discount. Le pire n'était pas la pauvreté, c'était l'invisibilité. D'anciens employés traversaient batigue la rue quand ils me voyaient arriver. Des types du country club faisaient semblant de ne pas me reconnaître à la station-service. Même Thomas, mon propre frère, devait garder ses distances parce que Véronique l'avait gardé dans l'entreprise et qu'il avait besoin du travail pour soutenir sa famille. « Je suis désolé, Raph », avait-il chuchoté lors de notre unique rencontre secrète sur une aire d'autoroute. « Elle surveille tout. Si je me fais prendre à te parler, je suis viré. » Mon compte en banque contenait exactement 1043 €. Le tribunal avait saisi mes salaires du travail d'entrepôt temporaire que j'avais trouvé, prenant 70% pour pension alimentaire et arriérés. Le juge Moreau avait basé les paiements sur mes revenus précédents, pas ma situation actuelle. Mathis ne voulait toujours pas me parler.
Chloé avait répondu une fois, pleurant, disant que maman lui avait montré des preuves de mes liaisons. Des comptes bancaires aux îles Caïmans, des choses qui n'existaient pas, mais que Denis avait fait paraître assez réelles. L'isolement était complet. À 44 ans, j'étais plus seul qu'à 25. Sauf que maintenant, je n'avais ni jeunesse ni espoir de mon côté. C'était un jeudi soir quand j'ai commencé à fouiller dans le box de stockage. La seule chose dont Véronique ne savait rien, parce que je l'avais loué au nom de mon père des années auparavant pour stocker ses affaires. La plupart n'étaient que de la camelote. Vieux outils, albums photos, sa collection de cartes de baseball qui s'est révélée sans valeur. Mais dans une boîte à chaussures marquée « papiers importants », j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'asseoir sur le sol en béton. Un livret d'épargne de la Société Générale daté du 15 janvier 1960. Le nom sur le compte était le mien, Raphaël Eugène Beaumont, et le dépôt d'ouverture était de 50 €. Attaché avec un trombone, une note de l'écriture soigneuse de mon grand-père. Pour l'avenir de mon petit-fils. Ne toucher qu'en cas de besoin urgent. Eugène Beaumont. Je me souvenais vaguement de l'histoire. Grand-père Eugène avait ouvert le compte à ma naissance, son premier petit enfant. 50 € représentaient une semaine de salaire pour lui à l'époque. Mon père l'avait mentionné une ou deux fois au fil des ans, mais nous avions tous supposé que le compte avait été fermé lors de l'une des nombreuses fusions bancaires depuis 1960. La Société Générale avait été rachetée par différentes banques, mais le livret était probablement sans valeur, une relique d'une autre époque. Mais assis dans ce box de stockage, entouré des restes de la vie de mon père, j'ai ressenti une étrange envie d'aller jusqu'au bout. Mon grand-père avait été un homme simple qui avait travaillé à la chaîne de montage Renault pendant 40 ans. Il était mort quand j'avais 10 ans, mais je me souvenais de ses mains, marquées et fortes, et comment il me glissait toujours 1 € quand mes parents ne regardaient fondre pas. « Économise la moitié, dépense la moitié », disait-il toujours. « Le temps fait croître l'argent, Raphaël. Souviens-toi de ça. » Le lendemain matin, j'ai mis ma dernière chemise correcte, celle que je gardais pour les entretiens d'embauche, et j'ai conduit jusqu'à l'agence BNP Paribas, qui était autrefois la Société Générale. Le bâtiment avait été rénové plusieurs fois, tout en verre et acier maintenant, rien comme la banque en briques que mon grand-père aurait connue. La guichetière était une jeune femme nommée Patricia, brillante et professionnelle. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, monsieur ?»« J'ai un vieux compte, » ai-je dit en faisant glisser le livret jauni sur le comptoir en marbre. « Très vieux, de 1960. Je voudrais le fermer. » Patricia a froncé les sourcils devant le livret, a tapé quelque chose sur son ordinateur, a froncé les sourcils à nouveau. « Laissez-moi vérifier notre système d'archives, » a-t-elle dit. Plus de frappe. Son expression est passée de la confusion à la surprise. « Monsieur Beaumont, pourriez-vous attendre un instant? Je dois chercher mon responsable. » « Génial, ai-je pensé. Ils vont me dire que le compte a été cédé à l'État il y a des décennies, ou qu'il a été fermé pour inactivité. Une autre impasse dans une vie pleine d'impasses. Patricia est revenue avec Théodore Gaillard, le directeur d'agence, un homme dans la cinquantaine qui avait l'air d'avoir tout vu en 30 ans de banque. Mais l'expression sur son visage suggérait qu'il n'avait pas vu ça. « Monsieur Beaumont, » a-t-il dit, sa voix prudente et professionnelle. « Pourriez-vous venir avec moi dans mon bureau? Nous devons discuter de ce compte en privé. » Je l'ai suivi, mon estomac noué d'anxiété. Peu importe ce qui venait, je pouvais le gérer. Après tout ce que j'avais perdu, qu'est-ce qu'une déception de plus? Mais en marchant devant les guichets et les caméras de sécurité, j'ai remarqué que les mains de Théodore tremblaient légèrement alors qu'il portait le livret de mon grand-père comme s'il était fait d'or. Le bureau de Théodore était tout en acajou et cuir avec des certificats et récompenses couvrant un mur. Il m'a fait signe de m'asseoir, puis a soigneusement posé le livret de mon grand-père sur son bureau comme s'il pouvait exploser. Son écran d'ordinateur était tourné loin de moi, et j'ai regardé ses doigts voler sur le clavier, son expression devenant de plus en plus incrédule à chaque frappe. « Monsieur Beaumont » a-t-il commencé, puis s'est arrêté, s'est éclairci la gorge et a recommencé. « Ce compte est extraordinaire. Votre grand-père n'a pas simplement ouvert un compte d'épargne. Il a ouvert ce qu'on appelait un compte de croissance centenaire, un produit que la Société Générale a brièvement offert en 1960. Il a sorti une calculatrice et un bloc-notes légal, faisant des notations rapides.
Le compte a été établi avec des intérêts composés à 7,5% annuellement, bloqués pour un minimum de 45 ans. La banque a honoré ce taux à travers chaque fusion parce que c'était une obligation contractuelle. Personne ne pouvait y toucher, même pas vous, jusqu'à ce que vous ayez 45 ans. J'ai eu 44 ans il y a 3 mois, ai-je dit, la bouche soudainement sèche. Exactement. Le compte est devenu disponible pour vous en janvier. Monsieur Beaumont, comprenez-vous comment les intérêts composés fonctionnent sur de longues périodes? En théorie, oui. Théodore a tourné son moniteur vers moi. Ceci n'est pas de la théorie. Voici le solde de votre compte. Le nombre sur l'écran n'avait pas de sens. J'ai cligné des yeux, compté les chiffres, cligné à nouveau. 4 847, 539,28 €. C'est impossible, ai-je chuchoté. C'était 50 €. 50 € à 7,5% d'intérêt composé sur 64 ans, Monsieur Beaumont. Théodore a affiché une feuille de calcul montrant la croissance année par année. Votre grand-père a choisi l'instrument financier parfait au moment parfait. À l'année 20, ça valait 212 €. À l'année 40, c'était monté à 8 950 €. La vraie magie s'est produite dans les 20 dernières années. Croissance exponentielle. Mes mains tremblaient maintenant. C'est vraiment à moi? Il n'y a pas d'erreur? Pas d'erreur. Mais Monsieur Beaumont, ce n'est pas tout. Théodore a ouvert un classeur et sorti un dossier qui avait l'air aussi vieux que le livret. Votre grand-père a également établi un avenant d'investissement au compte. En 1965, il a demandé à la banque d'acheter pour 100 € d'actions dans une entreprise de luxe appelée LVMH. La pièce a semblé pencher. LVMH, le géant du luxe français, l'empire de Bernard Arnault. Exactement la même. En 1965, ces actions coûtaient environ 20 € chacune. Votre grand-père en a acheté 5. Aujourd'hui, après plusieurs divisions d'actions et 60 ans de croissance, ces actions valent environ 8,2 millions d'euros. Je ne pouvais pas parler, ne pouvais pas respirer. Théodore m'a versé un verre d'eau d'une carafe en cristal, et je l'ai bu sans rien goûter. Votre grand-père a laissé des instructions détaillées? A continué Théodore, sortant une enveloppe jaunie avec mon nom dessus. Ceci devait vous être donné quand vous accéderiez au compte. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, dans l'écriture soigneuse de mon grand-père, « Cher Raphaël, si tu lis ceci, tu as atteint l'âge de sagesse et tu t'es trouvé dans le besoin. Je ne savais rien de ton avenir quand j'ai écrit ceci, seulement que la vie a des tempêtes et que chaque homme a besoin d'un port. Ton père Harold est un bonhomme, mais il pense petit. Toi, je crois, tu penseras plus grand. Mais même les grands penseurs peuvent être rabaissés par des circonstances qu'ils ne peuvent contrôler. Je suis un homme simple qui a appris 3 vérités. Premièrement, l'argent n'est pas la richesse, le temps l'est. Deuxièmement, ce qui est caché ne peut être volé. Troisièmement, un homme qui semble n'avoir rien est souvent plus riche qu'un homme qui montre tout. J'ai choisi LVMH parce que j'ai rencontré un jeune homme nommé Bernard lors d'une visite d'usine qui parlait avec bon sens de valeur et de patience. Peut-être que ça ne donnera rien. Peut-être que ça donnera tout. Utilise ce cadeau sagement. Ne fais confiance à personne complètement, même pas à ceux qui partagent ton lit. Le monde est plein de Denis Mercier et de Véronique, bien qu'ils portaient des noms différents de mon temps. Ton grand-père, Eugène Beaumont PS. Ne leur laisse jamais voir toutes tes cartes, Raphaël. Jamais. J'ai levé les yeux vers Théodore à travers une vision brouillée. Il savait d'une certaine manière. Il savait. Il y a une dernière chose, a dit Théodore doucement. Les instructions du compte spécifient que toute tentative d'y accéder avant votre 45e anniversaire aurait annulé tous les intérêts et gains d'investissement. Si votre ex-femme avait su cela pendant la procédure de divorce et avait essayé de le réclamer, elle en aurait détruit la valeur entièrement. L'ironie m'a frappé comme un coup physique. Véronique et Denis avaient été si minutieux, si convaincus d'avoir tout trouvé. Ils avaient engagé des experts comptables judiciaires, enquêté sur chaque compte bancaire, tracé chaque transaction, mais ils n'avaient jamais pensé à chercher quelque chose ouvert avant même que je ne sois né d'un jour, caché à la vue de tous sous la poussière des décennies. Que fais-je maintenant?
ai-je demandé à Théodore. Premièrement, nous allons vous mettre en contact avec notre équipe de gestion de patrimoine privé. Deuxièmement, je suggérerais fortement que vous parliez avec nos avocats fiscalistes et conseillers financiers recommandés. Troisièmement, il a souri légèrement, vous voudrez peut-être garder ceci discret jusqu'à ce que vous ayez fait vos plans. J'ai pensé au visage rieur de Véronique, au sourire narquois de Denis, au marteau dédaigneux du juge Moreau. Oh, j'ai l'intention d'être très discret, monsieur Gaillard. Très discret en effet. Je suis sorti de cette banque comme un homme différent de celui qui y était entré. Pas seulement à cause de l'argent, mais parce que j'avais enfin compris ce que mon grand-père avait essayé de m'enseigner. Le vrai pouvoir n'est pas ce que vous montrez au monde. C'est ce que vous gardez caché jusqu'au bon moment. Pendant 2 semaines, j'ai continué à vivre dans ce studio, à manger des nouilles, à aller à mon travail d'entrepôt. Je n'ai parlé à personne de la fortune assise dans mes nouveaux comptes. Au lieu de ça, je me suis rencontré discrètement avec Arthur Blanchard, l'avocat le plus redouté de Paris, et ironiquement, l'ancien mentor de Denis Mercier. Denis était mon protégé, m'a dit Arthur lors de notre première réunion dans son bureau, avec vue sur la Seine. Brillant, impitoyable et complètement sans éthique. J'attends le bon dossier pour lui donner une leçon. L'enquête d'Arthur a tout découvert. Denis et le juge Moreau n'étaient pas juste des copains de golf. Ils avaient un arrangement financier impliquant des décisions favorables contre des pots de vin. L'expert comptable judiciaire qui avait témoigné contre moi était le cousin de Denis, avait menti sur ses qualifications et avait fabriqué des preuves. Véronique avait eu des liaisons pendant 3 ans, pas seulement avec Denis, mais avec 2 autres hommes du country club. Nous allons déposer pour fraude, faute judiciaire et racket, a expliqué Arthur. Il ne s'agit pas seulement d'annuler votre divorce, il s'agit de poursuites pénales. Le jour où Denis a été arrêté à son bureau était le même jour où j'ai quitté ce studio. Des agents du FBI l'ont sorti menotté, pendant que ses associés et clients regardaient. Le juge Moreau a été arrêté le même après-midi. Les nouvelles locales ont diffusé l'histoire pendant des semaines. Avocat de divorce et juge arrêté dans un scandale de corruption. Véronique m'a appelé en hurlant quand les actifs ont été gelés. « Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce possible? Tu n'avais rien. » « Je n'avais rien que tu pouvais voir, » ai-je répondu calmement. Mon grand-père m'a enseigné cette leçon, bien qu'il m'ait fallu tout perdre pour la comprendre. La décision de divorce a été complètement annulée. Véronique a dû retourner la maison, l'entreprise, et ce qui restait de l'argent qu'elle n'avait pas déjà dépensé en bijoux, voitures et chirurgie esthétique. Denis, face à la radiation et à la prison, s'est retourné contre elle pour se sauver, révélant qu'elle avait aidé à planifier tout le stratagème depuis le début. Mathis et Chloé sont venus me voir après que la vérité soit sortie. On leur avait montré de faux documents, raconté des mensonges élaborés, manipulés par leur mère pour croire que j'étais un monstre. « Papa, nous sommes tellement désolés », a sangloté Chloé dans mes bras. Elle nous a montré des relevés bancaires, des photos. Tout avait l'air si réel. « Vous êtes mes enfants, leur ai-je dit. Il n'y a rien à pardonner. Vous étiez des victimes aussi. J'ai vendu Beaumont Sanitaire 6 mois plus tard pour 12 millions d'euros au groupe Dumas Construction, qui avait toujours besoin d'un fournisseur fiable et voulait se distancer du scandale. Combiné avec le cadeau de mon grand-père, j'avais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. Mais j'ai vécu modestement, achetant une simple maison de 3 chambres dans un quartier tranquille. J'ai établi la fondation Eugène Beaumont, se concentrant sur l'éducation financière pour les familles de la classe ouvrière. Chaque mois, je donne des cours au centre communautaire expliquant les intérêts composés, l'investissement à long terme et l'accumulation patiente de richesses. Je leur parle de mon grand-père, l'ouvrier d'usine qui comprenait l'argent mieux que n'importe quel banquier de Wall Street. Le temps est votre plus grand atout, dis-je à chaque cours. Pas ce que vous gagnez, mais combien de temps vous le laissez croître. Thomas dirige les opérations quotidiennes de la Fondation maintenant. Nous avons aidé 300 familles à ouvrir leur propre compte d'investissement, leur enseignant ce que mon grand-père savait instinctivement. Que la richesse n'est pas une question d'étalage. C'est une question de sécurité, de patience et de jouer sur le long terme. Véronique travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire maintenant. Le même type d'emploi qu'elle avait quand on s'est rencontrés. Elle vit avec sa sœur, conduisant une Toyota de 10 ans. Denis a été radié et condamné à 3 ans de prison fédérale.
Le juge Moreau a eu 5 ans et a perdu sa pension. Parfois, la justice gagne. Il suffit juste de patience. Mais voici ce que j'ai vraiment appris de tout ça. Mon grand-père Eugène, qui n'a jamais gagné plus de 15 000 euros par an, qui a travaillé au même poste de chaîne de montage pendant 4 décennies, qui a porté le même costume à l'église pendant 20 ans, il comprenait quelque chose de fondamental sur la vie. La course ne va pas toujours au rapide ou la bataille au fort. Parfois, elle va aux patients, aux prudents, à ceux qui comprennent que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous affichez, mais dans ce que vous gardez caché. Je garde sa photo sur mon bureau maintenant, juste à côté de ce vieux livret d'épargne. Quand de jeunes entrepreneurs viennent à la fondation se vantant de leurs gains rapides et de leurs affaires tape à l'œil, je pointe cette photo. Cet homme a transformé 50 euros en 13 millions, leur dis-je. Pas par des astuces ou des stratagèmes ou en marchant sur les autres, mais par la patience, la sagesse et la compréhension que le temps correctement utilisé est la force la plus puissante de l'univers. Chaque soir avant de me coucher, je relis sa note. Ne leur laisse jamais voir toutes tes cartes, Raphaël. Jamais. Il avait raison. La meilleure main est celle que personne ne sait que vous détenez jusqu'au moment où vous la posez sur la table et prenez tout. Parfois, les plus grandes bénédictions arrivent déguisées en pire catastrophe. Il suffit juste d'être assez patient pour les voir fleurir.